Voilà, dernière vidéo de cette série des vidéos pédagogiques d'initiation au jazz manouche. Toujours sur l'improvisation, hein, le jeu du soliste, la deuxième partie du travail sur l'improvisation. On n'aura pas pour autant fait le tour de la question. De toute façon, on ne fait jamais le tour de la question, qui plus est en matière d'improvisation. Hein, c'est un cheminement qui est propre à chacun. Donc n'hésitez pas à expérimenter, chercher, mettre en pratique et surtout à vous faire plaisir avec tout ça. Le côté ludique est très important, à mon avis, en improvisation, en musique en général et dans la vie en général. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler de choses que j'ai pas trop abordées dans la précédente, à savoir l'utilisation des principales gammes, également le travail des plans. Et puis je vous donnerai quelques conseils, quelques pistes supplémentaires pour expérimenter en improvisation. C'est parti. Alors, la première des gammes à connaître, bien sûr, c'est la gamme majeure. On va l'utiliser notamment sur des séquences qu'on appelle les anatoles, c'est-à-dire en enchaînement, si je me mets en Do majeur, hein, premier degré, Do majeur, La mineur ou La 7 selon si on trafique ou pas un peu les accords de l'anatole, Ré mineur 7 ou Ré 7 et Sol 7. Alors, ces séquences sont très utilisées en jazz manouche, dans un morceau comme Daphné par exemple, hein, là c'est en Ré majeur, hein. Ré, Si, Mi, La, puis après on a ce qu'on appelle un Christophe, c'est une petite variation de cette séquence, Ré majeur, Ré 7, Sol majeur, Sol dièse diminué par exemple, Ré, La 7, Ré. Chose en Mi bémol majeur. Alors, là, vous constatez que les accords défilent rapidement. Si on voulait passer dans les arpèges d'accords pour improviser, ce serait difficile et puis ce serait un peu redondant. On aurait du mal à se détacher de l'enchaînement des accords et à faire quelque chose qui soit un peu intéressant, un peu musical. Donc, dans ce genre de situation, en général, on joue la gamme majeure de la tonalité. Là, sur Daphné, ça va être Ré majeur. Si on fait la même chose en Do majeur, ce sera Do majeur. Hein. Donc, je vous conseille d'apprendre cette gamme de Do majeur. Alors, la façon première de l'apprendre, c'est caler sur ce Do majeur, hein, cet endroit-là. Hein. Je ne vais pas tout vous détailler parce que bon, vous trouverez facilement les schémas hein, sur internet et j'ai encore pas mal de choses à vous expliquer dans cette vidéo, mais voilà, il existe en gros 5 positions pour cette gamme majeure qui correspondent chaque fois à une position d'accord. Donc si on joue le Do majeur ici, ça va faire ça. Hein, Do majeur. Si on le joue ici, le Do majeur, ça va faire ça. Si on le joue ici, ça va faire ça. Si on le joue ici, on l'a vu. Et puis si on le joue ici, une position de Ré majeur qu'on a déplacée en barré avec la fondamentale à la 10e case, ça va donner ça. Et ensuite on retombe sur la première position, enfin c'est pas la première position, mais sur la position que je vous ai montré au départ, au début du manche.
essayez de mémoriser d'abord une position. La plus utile, ça va être celle-ci, parce qu'elle couvre vraiment la gamme sur 2 octaves de façon assez simple. On part de la fondamentale. Et puis petit à petit, vous mémorisez les autres positions de façon à être à l'aise sur votre manche et à pouvoir passer d'une position à l'autre. Alors, justement à ce propos, donc quand on a un déroulé comme ça d'accords, on essaie de créer des mélodies avec la gamme. À ce propos, pour être dans une certaine musicalité, vous pouvez faire ce qu'on appelle donc des phrases musicales, phraser, c'est-à-dire que vous n'êtes bien sûr pas obligé, il vaut mieux même éviter de jouer la gamme entière en partant de la note la plus grave vers la note la plus aiguë, parce que ça va sonner scolaire. Faites-le pour vous exercer un petit peu au départ, repérer votre doigté, mais ensuite faites des fragments de cette gamme en essayant de créer, d'inventer des mélodies avec ça. Sauter à des moments des notes de la gamme. Vous pouvez aussi sortir un peu de la gamme, c'est-à-dire essayer de relier 2 notes de la gamme qui sont sur la même corde par des notes de passage, des chromatismes. Voilà, ça en jazz et en jazz manouche, c'est beaucoup utilisé. Ça vous permet de phraser un petit peu plus dans le style. Vous pouvez sortir un petit peu, j'en parle tout de suite, des sentiers battus, en utilisant par exemple les notes de la gamme sur les, on va dire par exemple, 2 cordes aiguës, et peut-être même déjà le long d'une corde. Alors, sur la corde de Si par exemple, c'est celle qui sera la mieux centrée par rapport à la gamme de Do. Jouez la gamme de Do de façon horizontale. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ça va vous permettre de trouver d'autres types de phrases et de sortir un peu des plans quand vous en aurez dans les doigts. C'est bien de pas... C'est important d'avoir des plans dans les doigts, mais c'est important aussi de ne pas être coincé par ces plans. Donc là, ça peut être une idée pour jouer un peu différemment. Alors là, je joue très simple et très consonant, mais vous pouvez aussi du coup facilement relier les notes de la gamme par des notes de passage. Voilà, vous pouvez faire ce genre de boulot. Après, vous pouvez vous amuser à jouer les notes des différentes positions de la gamme, donc ici de Do majeur sur les 2 cordes aiguës. Ça va créer d'autres idées en fait. Je prie ici par exemple, c'est en temps réel, hein, donc il y a du bon, il y a du moins bon. J'ai fait ce petit schéma et je l'ai déplacé. Ou en restant avec le Fa aigu. Et après... Voilà, ça fait des petites idées qui sortent un peu des sentiers battus. C'est intéressant, ça peut être intéressant. Un autre truc intéressant quand on joue comme ça une gamme majeure le long d'une corde, c'est le fait de faire des accidents. C'est-à-dire de s'arrêter sur une note qui ne fait pas partie de la gamme. Ah, zut! Alors bien sûr, si je le gère comme ça, ça va se voir comme le nez au milieu de la figure, mais je peux choisir aussi de justement le mettre en lumière, cet accident, ce qui va être peut-être au début un accident, mais ensuite qui va être volontaire, pour créer une tension que je vais résoudre derrière. Alors, on a vu qu'on pouvait utiliser des notes extérieures à la gamme comme notes de passage, hein. Ça va fonctionner, mais si je m'arrête sur la note, ça va juste créer une tension. La gamme majeure est faite de telle façon que, quand on la joue comme ça à l'horizontale, si on fait une fausse note, il suffit de monter ou de descendre d'une case et on retombe sur ses pieds. Donc, ça peut être une approche pour créer des tensions et les résoudre. D'abord à l'horizontale, et puis garder cette idée quand on joue à la verticale.
Et là, je résous. Ça va être, voilà, ça peut être intéressant. Essayez d'expérimenter de cette façon. Les gammes mineures maintenant. Alors peut-être la plus utilisée, c'est la gamme en jazz manouche, c'est la gamme mineure harmonique. Si je la montre en La, qui est la tonalité de minor swing. La, tonique, Si, seconde, Do, tierce mineure, Ré, quarte, Mi, quinte, Fa, sixte mineur, Sol dièse, septième majeur, et puis ça redémarre à l'octave au-dessus. Alors ça c'est très utilisé en jazz manouche, mais la difficulté pour utiliser au départ cette gamme, c'est que si on l'utilise comme ça de façon scolaire, elle va sonner orientale. Ce qui en soi n'est pas un problème, mais par rapport à la couleur jazz manouche, ça peut être perçu comme un truc exotique en fait. Et donc il faut arriver à trouver une façon de pas la jouer de manière trop marquée comme ça, trop exotique justement, pour rester dans l'esthétique du jazz manouche en fait quoi. Donc première chose, c'est peut-être de l'utiliser plutôt de l'aigu vers le grave. En fait, ce qui fait très oriental dans cette gamme, c'est l'enchaînement de la sixte mineure et de la septième majeure, surtout dans cet ordre-là, en fait. Voilà. Donc déjà, quand on la joue de l'aigu vers le grave, on l'aperçoit un peu différemment. Ensuite, on peut aussi utiliser des chromatismes pour enrober un petit peu tout ça. Une autre gamme qui va être utilisée, et celle-ci on va l'utiliser peut-être un peu plus en montant, c'est la gamme mineur mélodique. C'est la même que mineur harmonique, mais avec une sixte majeure, c'est-à-dire un Fa dièse quand on est en La au lieu d'un Fa bécard. Je vous montre également les gammes mineur harmonique et mineur mélodique lorsque la fondamentale se trouve sur la corde de La. Donc là, pour changer un peu, je vais rester à la cinquième case, mais donc ça fait une gamme de Ré mineur harmonique, corde de La, cinquième case, premier doigt, donc ça me fait... Voilà, donc 5, 7, 8, 5, 7, 8, 6, 7, 5, 6, 8, 5, 6, 9, c'est la septième majeure, le Do dièse, et 10, le Ré. Voilà, donc là, ça va pouvoir permettre de phraser. Situé à cet endroit-là. Ensuite, la gamme de Ré mineur mélodique, c'est la même, mais la sixte, au lieu d'être mineure, est majeure. Donc au lieu d'avoir Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si bémol, on va avoir un Si bécard. Et puis après, à nouveau Do dièse Ré. Donc, on prend ici la sixte majeure, ou alors ici, mais en général, c'est un petit peu plus pratique là. Voilà, un Si bécard au lieu d'un Si bémol, une sixte majeure au lieu d'une sixte mineure. Voilà, comme ça vous avez les différents doigtés. Donc ça, c'est un truc fréquemment utilisé. On phrase en montant avec la gamme mineure mélodique et en descendant avec la gamme mineure harmonique.
ce mélange en fait. Sixte majeur, gamme mineure mélodique. Et puis je redescends avec la gamme mineure harmonique. Il y a également le mode dorien, hein. Là c'est une gamme mineure avec la septième mineure, au lieu qu'elle soit majeure, et seconde et sixte majeure. Quand on joue minor swing, c'est ce qu'on va jouer sur l'accord ré mineur. C'est le deuxième mode de la gamme de Do majeur. En français dans le texte, on prend une gamme de Do majeur, on joue Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, mais on fait ça par-dessus un accord de Ré mineur. Et la sonorité qu'on va entendre, c'est ce mode de Ré dorien. Ça aussi c'est très utilisé, droit comme ça ou bien avec des chromatismes. Enfin, des gammes qu'on va retrouver aussi en jazz manouche, ça va être des gammes pentatoniques. Les gammes que je viens de vous montrer sont des gammes heptatoniques, hepta 7 toniques sons, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si pour la gamme de Do majeur, 7 sons. La gamme pentatonique, on en enlève 2 par rapport à la gamme heptatonique. Donc en majeur, on va garder le Do, le Ré, le Mi. On va enlever le Fa, la quarte, on garde le Sol, on garde le La, la sixte, on va enlever la septième, le Si. Ça, c'est des gammes très utilisées en rock, en country, voilà, plus en musique actuelle. Et en mineur, eh bien, ça va donner la gamme pentatonique mineure. On garde la tonique, on garde la tierce mineure, on enlève la seconde, on garde la quarte, la quinte, on enlève la sixte, on garde la septième mineure et on revient sur l'octave. Voilà. Ça, c'est la gamme rock blues par excellence, hein. C'est peut-être la première gamme qu'on apprend à la guitare parce qu'elle est très pratique à la guitare. C'est 2 notes par corde, donc c'est voilà, assez facile à repérer et à utiliser, et c'est extrêmement utilisé dans tout ce qui est rock blues, donc c'est quelque chose qu'on a généralement dans l'oreille. Si on rajoute la carte augmentée, on a la gamme, une couleur encore plus blues à cette gamme. Voilà. Django jouait pas du blues à outrance, mais c'est des choses qu'on peut utiliser. Lui, de temps en temps, il y avait quand même sur un accord majeur, il faisait des phrases un petit peu comme ça, ou avec la tierce mineure ici, alors qu'on était sur un Do majeur, pour créer des tensions. Mais des guitaristes manouches plus récents, comme Biréli Lagrène par exemple, on fait feu de tout bois. Ne vous gênez pas pour utiliser ce que vous savez, même si on sort un peu de la couleur basique jazz manouche, ça vous permettra aussi d'avoir un peu votre propre identité, c'est important. Jouez avec votre cœur et vos connaissances, et ce que vous avez dans l'oreille, ce que vous avez dans le cœur, ce que vous avez dans les doigts aussi. Ne vous censurez pas. Bien sûr, faut pas... Enfin, ça peut faire un peu curieux de jouer uniquement rock blues sur des thèmes de jazz manouche, mais il ne faut peut-être pas forcément non plus se l'interdire complètement. Voilà. À vous d'expérimenter. Dans les autres gammes un petit peu moins utilisées, il y a la gamme par ton. Ça, Django quand même l'utilisait assez souvent. C'est une gamme dans laquelle chaque note est séparée de la précédente puis de la suivante par un ton. Donc si je pars en Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol dièse, La dièse, et on retombe sur le Do.
mal de phrases qui vont fonctionner avec ça. Django l'utilisait beaucoup aussi parce que lui qui avait 2 doigts, enfin qui n'avait plus que 2 doigts vraiment valides suite à son accident, avait mis en place des trajets avec 2 notes par corde. Voilà, ça marche vraiment bien. Moi je ne la joue pas avec les 2 premiers doigts comme Django, mais on peut déplacer des schémas comme ça, très symétriques. C'est ce qu'il utilise dans la célébrissime intro de la version originale de Nuages. Donc sur un 6-7 au départ. Hein. Puis sur un Do7. C'est la gamme par ton. Vous avez également la gamme altérée, qu'on va jouer sur des accords 7e qui résolvent sur un accord mineur. Hein. En fait, ça revient à jouer, pour mettre des noms là-dessus, le 7e degré de la gamme, si tu as un demi-ton dessus, donc si je suis en La, la gamme de Si bémol mineur mélodique. Et je résous. Ici sur un Ré mineur. Alors, quand on utilise des gammes comme ça, on peut être confronté à la notion de modulation, c'est-à-dire qu'on est dans une tonalité, donc avec une gamme référente, majeure ou mineure, et en cours de morceau, on va passer dans une autre tonalité. Donc, il faut repérer ces tonalités, être capable d'analyser un petit peu les successions d'accords. Je ne vais pas détailler ça ici, mais c'est des questions. J'ai fait une vidéo sur l'harmonisation de la gamme majeure. J'en ferai peut-être d'autres sur les gammes mineures et puis des vidéos un petit peu plus consacrées à l'harmonie. On ne peut pas traiter ça en 2 secondes, mais c'est un travail à faire, toujours en rapport avec l'oreille, il ne faut pas que ça devienne juste des maths, mais pour repérer justement les changements de tonalité. Quand on est confronté à un changement de tonalité, bien sûr, si on veut rester dans un jeu dans un jeu de gamme, il faut changer de gamme. Si on passe par exemple un truc qui se fait souvent, on est en Do majeur, puis le Do majeur va devenir Do7 et on va passer en Fa majeur. Voilà. Donc Do majeur, Fa majeur. Qu'est-ce qui va changer entre ces 2 gammes? En Do majeur, on a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Il n'y a pas d'altération, aucune note n'est altérée. Ce ne sont que des notes naturelles, sans dièse ni bémol. Quand on passe en Fa majeur, il y a une altération, c'est le Si qui devient bémol. Donc, quand on passe d'une tonalité de Do majeur, pour que ça soit assez musical pour passer en Fa majeur, on peut faire entendre en fait cette modulation par le biais de ce qu'on appelle la note modulante. Viser cette note qui dans la gamme de Do majeur est donc naturelle, le Si, et faire entendre au moment où on change un Si bémol pour bien marquer la modulation. Et puis on est passé en Fa majeur. Voilà. Ça nécessiterait un travail un peu plus long. En tout cas, l'idée c'est de changer bien entendu de gamme au moment de la modulation et essayer de le faire un peu finement comme ça, que ce soit pas juste un copier-coller, mais par le biais de ce qu'on appelle les notes modulantes. Affaire à suivre. Alors, les plans, vaste domaine. C'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous permettre de rentrer vraiment dans l'esprit de cette musique. Puisque des gens ont créé, ont développé cette musique, il faut déjà s'inspirer et assimiler
en tout cas une partie de ce qu'ils ont fait, des couleurs qu'ils ont mises en place. Alors la meilleure façon de fonctionner, c'est d'écouter des morceaux joués par Django, joués par Birelli, joués par Angelo, joués par voilà, tous les grands guitaristes du style, d'essayer de jouer par-dessus pour pouvoir de façon naturelle, quand on entend quelque chose qui nous plaît, essayer de le relever, savoir ce que c'est, essayer peut-être après de l'analyser un peu, savoir pourquoi il joue ces notes-là à cet endroit-là, et essayer de se l'approprier et de l'intégrer à son vocabulaire. Moi, je fais souvent une analogie entre l'improvisation musicale et le langage parlé. Et dans cette idée, quand on est enfant, on commence à parler en répétant des mots qu'on entend prononcés par nos parents ou nos proches, papa, maman, etc. C'est pas pour autant que quand on est grand, on parle exactement comme eux et qu'on a forcément les mêmes idées qu'eux. Donc, il ne faut pas flipper avec ça non plus quand on fait un travail de développement de l'improvisation, d'apprentissage de l'improvisation. Rien ne se crée à partir de rien. Le fait de dire « Ah, mais l'improvisation, c'est juste la matérialisation d'un champ intérieur », les choses ne viennent pas de rien en fait. Il faut avoir assimilé pour pouvoir ressortir, combiner différemment à sa sauce, mais ça ne va pas être juste par l'opération du Saint-Esprit que les choses vont se mettre en place. Donc c'est important d'écouter et d'assimiler les phrases des uns des autres, en fonction de son goût aussi. Il y a des phrases qui vont vous parler, d'autres pas. Allez vers ce qui vous plaît, bien sûr. Et de l'intégrer à votre propre vocabulaire. Ça va vous faire du vocabulaire pour improviser, pour parler musicalement, et qui vous permettra de jouer vraiment dans le style et de comprendre comment ça fonctionne. Après, l'idée, c'est de dépasser un peu tout ça. Alors, la bonne façon pour l'apprendre, vous repiquez une phrase, je sais pas, n'importe quoi, bon, mettons la mineure. Voilà. Alors, la phrase, c'est ça. C'est une phrase assez classique en jazz manouche. La bonne façon de le travailler, bien sûr, c'est déjà de le repiquer, de le jouer, de trouver on peut regarder maintenant aussi beaucoup sur Internet comment font les gens, mais sinon de trouver un doigté qui vous convienne. Et l'idée, c'est d'être capable de le placer, donc également rythmiquement. Attention à pas négliger le rythme, c'est très très important dans l'improvisation. Souvent, il vaut mieux 2 ou 3 notes bien placées rythmiquement qu'une ribambelle de notes qui sont pas trop en place et mal maîtrisées rythmiquement. Donc la bonne façon de faire, si ce sont, et je vous conseille dans un premier temps de repiquer et d'apprendre des phrases pas trop compliquées, en tout cas assez courtes, pour pouvoir vraiment les utiliser et les mémoriser en fait. Voir ce qu'on appelle des lancements, c'est-à-dire des débuts de phrases qui vont vous permettre après de broder à partir de ça, mais voilà, ce genre de choses, ou même ça, donc en restant en mineur, avec la phrase que je viens. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de jouer la phrase complète, mais peut-être vous pouvez utiliser le début. Voilà, et après, faire votre sauce à partir de ça. La bonne façon de les travailler, c'est une fois que vous l'avez un peu dans les doigts, d'alterner un accompagnement. Alors si c'est une phrase que vous avez repiquée sur une pompe, eh bien, jouez l'accord correspondant en pompe et passez sur la phrase. Ça vous permettra d'arriver à la placer et à la visualiser rythmiquement. 2 mesures de la mineure par exemple, et 2 mesures pour la phrase. Et vous reprenez. Voilà. Ça, je pense que c'est la bonne façon de procéder au départ en tout cas. Également, soyez patient, minutieux, donc travaillez au début lentement. Même si c'est pour jouer des phrases rapides, commencez par les apprendre lentement, proprement, et petit à petit, vous accélérerez. Voilà. Ça, c'est une bonne façon de faire. Et puis, la bonne façon de faire aussi, c'est d'essayer de vous approprier la phrase, donc en changeant peut-être quelques notes, en la modifiant rythmiquement, pourquoi pas, si on en prend une autre, peut-être en majeur pour changer, donc
Vous pouvez essayer de, au lieu de partir sur le temps, ben, vous le décalez, au lieu de faire... Par exemple, c'est tout bête, mais j'ai décalé ma première note, et après, du coup, pour rester dans le temps qui m'est imparti, j'ai accéléré les autres. J'ai joué des triolets au lieu de jouer des croches. Par exemple, essayez de jouer aussi les phrases dans différentes positions, au lieu de faire, je sais pas, en mi. Là, vous pouvez garder cette logique. Sur un mi 7, hein. Mais vous la transposez. Mais vous gardez un peu la logique de la phrase. Ou bien vous gardez vraiment la même phrase et vous la jouez à différents endroits du manche et à différentes hauteurs. Voilà, je pars de la quinte, je monte chromatiquement jusqu'à la septième. Donc ça, je peux faire... Et puis après... C'est la même, mais à différents endroits. Du coup, vous ne serez pas coincé si, quand vous êtes en train d'improviser, puis qu'arrive un mi-7, vous êtes non pas ici à la septième case, mais plutôt dans les aigus, vous ne serez pas obligé de redescendre et ça donnerait un côté décousu à votre improvisation, mais vous l'aurez sous les doigts à différents endroits du manche. Ça, c'est important aussi. Bien sûr, essayez de chanter les phrases que vous faites, même à titre scolaire, comme ça, pour les bosser, hein. Pas forcément après en train d'improviser, quoique pourquoi pas, mais ça va vous permettre de bien les intégrer, vous les mettre dans l'oreille et pas que dans les doigts, et ça c'est très important aussi. Alors je ne vais pas vous donner un chapelet de phrases comme ça, là aussi vous en trouverez plein sur internet, il faudrait pratiquement, enfin de toute façon on n'en ferait jamais le tour, mais au moins une vidéo par phrase sur telle ou telle couleur d'accord. Donc là c'est plutôt un peu une méthode que je vous donne, une façon de procéder. Après, allez en chercher sur internet, dans les bouquins, dans les disques, surtout, parce que écoutez, essayez de les repiquer vous-même à l'oreille, ça vous fera plus avancer. Le fait, on peut se demander si ça vaut le coup d'apprendre les solos par cœur. Moi, je l'ai un peu fait au début, mais le problème quand on fait ça, c'est qu'on est vite coincé, parce qu'on rejoue forcément le solo entier, et si à un moment donné, il y a un grain de sable, eh ben, on est perdu. Et puis, bon, ça fait exercice de style. Ça vaut le coup de regarder des solos entiers, mais plus pour aller piocher dedans et repérer et extraire des phrases qui vous plaisent, et puis essayer de comprendre un peu par quoi sont passés les différents solistes, ou le soliste si c'est un solo précis. Voilà. Alors il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage et surtout beaucoup de plaisir à pratiquer cette musique merveilleuse qu'est le jazz manouche, qui offre vraiment une place pour chacun. Si voilà, vous pouvez dans un premier temps vous contenter, et c'est déjà beaucoup, d'accompagner les morceaux. Essayez petit à petit d'apprendre des thèmes, allez-y tranquillement, apprenez, peut-être vous consacrez 15 jours à apprendre un thème, et puis avant de passer à un autre, commencez à improviser, apprenez un peu de matériaux, une gamme, repérez les arpèges d'accords même de façon très basique, et surtout faites-vous plaisir, amusez-vous. Faut pas que ça devienne une langue morte, faut pas que ça devienne quelque chose de pesant. Mettez toujours du cœur, de la joie dans ce que vous faites, et cherchez, continuez à avancer, à chercher, à expérimenter. Là, je vous parle plus de l'improvisation. Ne négligez pas les thèmes, hein, appuyez-vous dessus et faites-vous plaisir à les jouer. Un beau thème, c'est génial à jouer. Et pour l'improvisation, ne vous contentez pas de reproduire ce qu'ont fait vos aînés. Ce sera toujours un cran en dessous, mais vous pouvez vous appuyer et apprendre et utiliser ce qu'ils ont fait, mais essayez d'aller un peu voir ailleurs aussi, d'expérimenter, de vous amuser avec tout ça, de vous mettre un peu
pas des barrières, mais des directions. Bah tiens, je vais essayer de faire une impro juste sur 2 cordes, le long de 2 cordes. Ça vous fera jouer un peu différemment et sortir un peu de votre zone de confort. Ne vous interdisez rien, essayez les choses, expérimentez, et même si c'est pas habituel, eh ben, pourquoi pas. Si c'est ce qui vous parle, utilisez-le, faites-le, ne vous freinez pas. En tout cas, bon courage, et puis au plaisir de vous croiser sur une scène, pourquoi pas, autour d'un verre. Bonne guitare.